Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 5, défis économiques et technologiques de la librairie indépendante avec Éric Marcelin des librairies et éditions critiques. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Suite de notre conversation au long cours sur cette saison qui nous accompagnera pendant toute l'année avec Éric Marcelin, directeur des librairies et éditions critiques. Sur notre premier épisode, nous avons parlé de la gestion d'une librairie indépendante. On vous invite évidemment à revenir à cet épisode pour prendre la conversation au début si vous l'attrapez en cours de route. Suite et fin de notre conversation avec Éric sur l'aspect librairie. On reviendra bien sûr avec lui ensuite sur les aspects édition et bien d'autres choses. On vous invite bien sûr à rester à l'écoute. Étant donné qu'on disait tout à l'heure que Critique existe depuis une vingtaine d'années et a vécu tous les changements technologiques de cette période, comment tu as vécu en tant que libraire l'arrivée du livre électronique et quel a été son impact sur la librairie? L'impact sur la librairie, sauf erreur de ma part, a été nul. Il n'y a pas eu d'impact, hein. Par contre, effectivement, ça a posé plein de questions. Comme toute nouvelle chose qui vient chambouler le quotidien établi, bah t'imagines tout et n'importe quoi, et après on voit ce qui se passe. Comme quand un nouveau concurrent vient se monter à côté, ou un concurrent qui ferme. T'imagines plein de choses. Et au bout d'un an ou deux, tu comptes et tu vois ce qui s'est réellement passé par rapport à ce que tu as imaginé. Et donc, pour le livre numérique, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on nous a annoncé la fermeture des librairies, la fin du livre papier, parce que plus pratique, moins cher peut-être, ça fait de la place dans les étagères. Mais il s'avère que, alors peut-être que ça aurait pu être vrai pour du roman. Pour de la bande dessinée, à l'heure actuelle, les technologies sont pas encore suffisamment évoluées et le coût trop cher pour alors le coût trop cher, c'est aussi ça se discute, puisque si tu achètes 100 BD, tu peux acheter peut-être un lecteur qui coûte cher et dans lequel tu mets des BD qui coûtent moins cher et t'arrives au même. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que la technologie pour une BD, c'est compliqué parce qu'il faut ça se lit en double page, souvent une bande dessinée. Donc quand t'as pas la double page, t'as quand même pas la même vision et tu vois que c'est pas développé de la même façon. Alors il y a des bandes dessinées qui ont été développées pour le numérique qui tiennent compte de ce phénomène-là, mais pour l'instant, ça a pas pris. Je pense que dans longtemps, on arrivera à ça parce qu'on va arriver à des technologies qui font que on aura une feuille souple sur laquelle quelque part tu appuieras sur un bouton et tu téléchargeras le roman et ce sera écrit comme un vrai roman et tu auras peut-être je sais pas un petit carnet de 10 pages qui se remplira automatiquement et qui changera. On peut tout imaginer, mais pour l'instant, c'est pas ça du tout. Il y a un côté pratique du livre numérique indéniable. En tant qu'éditeur, moi, je lis sur mon smartphone. J'ai lu aussi sur liseuse ou sur tablette, mais j'affectionne de lire sur smartphone. Par contre, j'ai absolument pas le même plaisir que d'avoir un livre dans les mains. Même des fois, ça peut arriver en tant que utilisateur et consommateur de me dire bah tiens, c'est plus pratique de le lire en numérique, mais par contre, le livre, je l'aime et j'ai envie de l'avoir dans mes étagères. Et surtout, quand tu as des amis de la famille qui viennent à la maison, bah, c'est vachement plus facile de discuter d'un bouquin physique que tu vas te donner dans les mains où il va y avoir une jolie couverture, peut-être un vernis sélectif, peut-être un papier que les gens trouvent joli, avec la quatrième de couverture où tu retournes le livre, donc il y a un acte réel, plutôt que de dire tiens, prends ma tablette, regarde dessus. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne pas trop bien. Mais on y viendra sans doute, mais je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous, sauf peut-être l'aspect écologique. Mais l'aspect écologique fait que voilà, on utilise du papier, la surproduction fait qu'on utilise plus de papier. Le recycler, on sait pas trop si c'est écologique non plus, parce que sauf erreur, on recycle ça en Chine, parce qu'en France on sait pas trop faire. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais on s'était renseigné à une époque et en fait ça allait être recyclé en Chine, donc le bilan carbone il est pas forcément top top, et puis on sait pas trop comment c'est fait par là-bas. Donc c'est complexe. Pour l'instant, ça n'impacte pas les librairies plus que ça. Ça impacte peut-être les libraires indépendants sur la vente même de ce nouveau produit, parce que on pourrait être des revendeurs de livres numériques, ce que quelques libraires sont, parce qu'il y a la possibilité de vendre du livre numérique physiquement en caisse en librairie, quoi. C'est-à-dire que la personne elle arrive, elle dit je veux un livre numérique.
On lui imprime un ticket avec un QR code et puis elle le charge et il y a eu l'acte du libraire qui conseillait le livre et voilà. Mais toutes les librairies sont pas équipées, tout le monde ne l'a pas. Nous, ça fait un moment qu'on veut le faire et qu'on ne le fait toujours pas. Euh, voilà. Bah, au-delà des questions techniques, j'ai envie de dire c'est quelque chose qu'on entend beaucoup nous aussi de la part des lecteurs, en France en tout cas, que effectivement au-delà du côté pratique, il y a un attachement au papier tel que les gens ont beaucoup de mal à renoncer à ça quelque part. Je pense que c'est historique, quoi. C'est depuis la nuit des temps où, quand on a commencé à écrire, on a utilisé un support. Et donc, c'est ancré sans doute dans l'ADN humain que il faut un support, pour l'instant en tout cas. Et c'est vrai que c'est charnel, quoi. Clairement, il y a un côté charnel au livre. Hein. On le sent bien dans les clients qui vont venir. Voilà, il y a un plaisir charnel. Ou alors le client qui va rentrer dans la librairie, pousser la porte et dire ah, alors que c'est pas vrai. Hein. Des fois, ça sent pas bon, mais ils font ah, ça sent bon le livre. Bon, c'est psychologique, hein, parce que des fois, nous on est dedans, on sait, des fois ça sent pas bon. Et je pense qu'un aparté y a déjà un peu répondu, mais j'imagine que justement les couvertures, l'aspect physique du livre a fait un impact énorme sur les achats. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est le premier vendeur. C'est vraiment le premier vendeur, ce qui est complètement idiot, mais c'est le premier vendeur. Sauf si on s'appelle Stephen King, Bernard Werber, je ne sais qui encore, ou qu'on bénéficie de l'aura et du label Gallimard qui se permet, lui, de ne faire que des couvertures non identifiées. Mais c'est très très rare, quoi. La plupart du temps, la couverture fait l'acte de prendre le livre en main, en fait. Après, il y a, on va dire, c'est artistique. Hein, tout un chacun n'est pas sensible aux mêmes choses, et c'est compliqué. Et selon les périodes, c'est pas les mêmes genres de couvertures qui vont plaire. Et on le voit avec pas mal d'illustrateurs qui ont été très demandés à certaines époques pour faire des séries, et qui sont complètement oubliés ensuite. Et on en prend d'autres, quoi. Hein. Comment est-ce que, en tant que libraire indépendant, comment est-ce que tu fais face aux mastodontes que représentent les grandes surfaces d'un côté, les plateformes en ligne? En fait, on peut pas faire grand-chose à part continuer à faire notre métier du mieux que l'on peut, avec le plus de passion possible, et faire que ça devienne un lieu où les gens ont envie de venir, parce que notre force, on va dire, c'est que c'est comme si tu venais à la maison quand tu viens dans une librairie indépendante, parce que chaque libraire a un caractère propre, une façon de voir le métier propre, une sélection propre, alors qu'une grande surface va être soumise à des achats de groupe, hein. Et donc c'est uniforme. Chaque librairie indépendante, quand tu vas chez eux, la décoration est différente, le choix, la mise en avant est différente. Donc la force qui nous reste, elle est là, en fait. Et avec un conseil de proximité, et pas juste faire des recherches derrière un écran avec des libraires qui vont bouger de rayon très régulièrement, et donc perdre de l'intérêt à leur métier. Si tu veux, si tu mets un libraire qui est spécialiste SF, qui adore les SF, c'est son truc, c'est pour ça qu'il est devenu libraire, et que tu le mets au rayon parascolaire, il a besoin de vivre, il va continuer, il va faire ça, mais alors, soit il va quitter le boulot, soit essayer de retrouver son poste, soit changer de métier parce que ça le gonfle, quoi. Et puis il sera peut-être pas très performant au rayon parascolaire, et la personne du rayon parascolaire qui aura été mise en rayon SF, voilà, elle va avoir du mal parce que elle aura sans doute pas la culture de départ, et donc devoir s'y mettre, etc. Et donc les clients qui vont venir la voir faire les choix seuls au final. Et donc voilà, je pense que on peut pas faire grand chose face à. Alors oui et non, on peut pas faire grand chose sauf en groupe. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même le SLF, le syndicat de la librairie française, qui est vraiment très bien, moi je trouve, qui nous suit tout le temps, qui est réactif, qui fait attention à nos droits, qui lutte de manière régulière justement pour le prix unique, parce qu'il y a des lobbies pas possibles qui essayent de faire sauter ce prix unique, et qui luttent en permanence pour que les frais de port ne soient pas gratuits. Parce que effectivement, Amazon, pour ne pas le nommer, a fait beaucoup de mal en France avec ses frais de port gratuits, parce que ce n'est pas gratuit d'envoyer un livre, ce n'est pas possible. Envoyer un livre, et les clients qui croient que c'est gratuit et qui se disent bah ouais tiens, plutôt que de me déplacer, je me le fais livrer gratuitement, mais c'est terrible parce que lui, s'il avait pris sa voiture pour venir en ville acheter un livre, il aurait dépensé des sous.
Donc la personne qui va envoyer un livre, tout commerçant qui va envoyer de la marchandise, elle va dépenser des sous pour l'envoyer cette marchandise-là. Donc c'est pas logique que ce soit pas payant, quoi. C'est voilà. Donc ça, oui, ça c'est une concurrence forte et dure. Et quand je disais qu'on ne peut pas faire grand-chose, je me suis trompé parce qu'il y a quand même le syndicat de la librairie qui fait en sorte que on essaye de s'en sortir. Mais voilà, c'est compliqué. Eux, ils poussent de leur côté tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils vont créer des zones de stockage et d'entrepôts pour expédier, alors en créant soi-disant 30 000 emplois, mais en détruisant peut-être le double ou le triple à côté, quoi. Mais l'effet d'annonce est beaucoup plus fort qu'une librairie qui ouvre, indépendante, et qui dit je vais créer 3 emplois, ou je vais créer 5 emplois, ou je vais créer, pour les grosses librairies, 10 emplois. Mais c'est rien par rapport à quelqu'un qui dit bah moi je crée 500 emplois dans ce bassin-là, mais on oublie de dire que il y en a autant qui disparaissent, quoi. Pour conclure, notre force, c'est l'indépendance et nos particularités et le fait de rendre nos librairies le plus accueillantes possible et le plus je viens dans un lieu connu où je suis reconnu. Yes. Pour conclure, en fait, le mot de la fin sur la partie librairie, est-ce qu'il y a des réalités du métier de libraire que tu voudrais mettre en avant? Des réalités qui soient mal connues? Peut-être une réalité qui fait débat et qui va peut-être lancer débat. Moi, c'est quelque chose auquel je crois et je pense pas vraiment me tromper, mais voilà, on est tous interdépendants dans la chaîne du livre, quoi que l'on en dise, parce qu'il y a toujours l'image du camembert et que les répartitions sont pas justes au niveau pourcentage sur la chaîne du livre. Et souvent, il y a le diffuseur-distributeur qui est pointé du doigt, hein. Et je pense que c'est un peu la bête noire de tout le monde. C'est la bête noire des libraires, c'est la bête noire des éditeurs, c'est la bête noire des auteurs. Mais des fois, le libraire est critiqué pour le pourcentage qu'il touche sur la vente du livre. Parce que il est sans doute l'acteur de la chaîne du livre qui touche le plus en pourcentage. Mais ce qu'on oublie dans le calcul, en regardant le pourcentage touché, c'est l'économie de masse en fait, quoi. Parce que le livre, il démarre par l'auteur. Donc effectivement, c'est le producteur d'une œuvre et il doit gagner de l'argent dessus. Et en général, s'il a un bon pourcentage, il va avoir 10%, voire 11%, pas beaucoup plus. Mais l'auteur a un potentiel de vente. Par contre, si t'en vends 300 ou 400, clairement, t'as travaillé pour rien, hein. Mais l'éditeur a aussi travaillé pour rien, et ça veut dire que les libraires, parce que du coup, je parlais du libraire qui gagne beaucoup plus que tout le monde. Et alors, quand je dis beaucoup plus que tout le monde, ça dépend du libraire et ça dépend de sa catégorisation, mais qui va gagner entre 25% et 40%. Et après, de temps en temps, 42% quand il y a des opérations commerciales, etc. Et quand tu gagnes 40% sur 10 livres, bah, en fait, t'as rien gagné du tout, quoi. Et c'est pas grand-chose. Par contre, t'as gagné 10% sur 400 livres, bah, c'est pas grand-chose non plus. En fait, c'est une économie du livre qui est très fragile, où tout le monde est sur la corde, et où pour chacun des métiers, on dit un petit peu, ouais, c'est un métier passion, c'est chouette ton métier, c'est un métier passion. Parce que voilà, on travaille tous beaucoup, 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 beaucoup pour gagner très peu. Si libraire, on devenait riche, ça se saurait. Alors bien sûr, il y a des cas particuliers, hein, mais comme chez les éditeurs, comme chez les auteurs, il y en a qui y arrivent, il y en a qui en vivent bien, et tant mieux pour eux, quoi. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. C'est un peu le principe du milieu artistique. C'est alors nous, on n'est pas des artistes, hein, on est des commerçants, mais on n'est pas des commerçants comme les autres, quoi. On est des commerçants avec une énorme charge de stock. Les comptables ne comprennent pas ça. Quand ils voient les stocks que l'on a, ils se disent mais ouais, il va falloir réduire, hein. Il va falloir réduire. Et tu dis bah ouais, mais si je réduis, j'ai moins de choix et du coup les clients ils vont se dire bah tiens il a rien, je vais aller ailleurs où il y a du choix, quoi. Donc on en revient à l'équilibre de départ du choix des titres. Et voilà, je voulais juste dire ça, c'est que le camembert en fait il est pas si mal réparti que ça, quoi qu'on en dise, quoi, hein. Parce que même si on fait le calcul, j'aime pas trop les diffuseurs-distributeurs, hein, mais c'est comme un fournisseur d'accès, mais malgré tout, au final, bah, ils gagnent sans doute ce qu'ils doivent gagner, j'en sais rien. Après, le problème que je leur trouve, c'est qu'ils touchent sur tout. C'est-à-dire que sur le transport aller, le transport retour, le stockage, le pilonnage,
Là, par contre, c'est l'éditeur qui paye tout ça, et là, bon, on va dire c'est un moyen juste. Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième volet de notre conversation avec Éric. On remercie bien sûr extrêmement chaleureusement Éric Marcellin qui nous a donné beaucoup de temps et beaucoup d'éléments et une conversation fascinante qui nous a permis de faire de très très beaux épisodes sur cette saison. On vous invite bien entendu à nous rejoindre dans 15 jours et dans 5 épisodes pour la suite de notre conversation au long cours avec Éric Marcellin. Comme le veut la coutume, on termine avec une citation. Éric a eu la gentillesse de partager avec nous des citations du métier ou de la littérature qui lui tiennent à cœur. Sait-on quels sont les sages et quels sont les fous dans cette vie où la raison devrait souvent s'appeler sottise et la folie s'appeler génie? Guy de Maupassant. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.